des amis de longue date. Et puis, depuis 20 ans, je crois. Ouais. Au moins. Au moins. Voilà, on était des potes de dessin, de jeux de rôle, de grandeur nature. De grandeur nature, ouais. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur un grandeur nature, en fait. Et puis voilà, puis on ne s'est jamais quittés depuis. Et puis il y a quelques années, en fait, on bosse depuis déjà une douzaine d'années dans la même agence. Dans une agence de communication. Et puis en fait, ça fait un bout de temps qu'on voulait dans l'agence changer un peu d'activité. Et donc, comme William avait fait déjà quelques jeux en auto-édition de son côté, ben, en fait, à un moment, il m'a proposé qu'on fasse des jeux. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. On en a fait. En vrai, avant de dire top là, en fait, William m'avait dit j'arrête les jeux de société. C'est vrai. Ouais. Et puis en fait, donc ok, bon, très bien. Donc on continue un peu notre activité. Puis un jour, il vient me voir, oh j'ai une nouvelle idée de jeu. Je lui dis attends, je croyais que tu avais arrêté. Puis il me dit non, en fait oui, mais là c'est différent. Ok. Et donc il vient me parler d'un projet qui était déjà la genèse de Ragnarok Star en fait. Non, ça n'avait rien à voir. Non, en fait ça n'avait rien à voir. Mais en tout cas, c'était la genèse dans le sens où... La genèse de l'idée de faire des jeux ensemble. Voilà. Et c'était au repas de Noël 2018, je crois. Et voilà, puis du coup, ok, on essaye, enfin on discute un peu des mécaniques. Et puis un jour, il arrive avec des bouts de papier, comme on fait des protos en fait. Des bouts de papier, des bouts de carton, des trucs bricolés pour éprouver un peu les premières sensations des mécaniques. Et puis voilà, et puis c'était cool. Et puis un jour, on s'est dit, ok, on va faire des jeux ensemble. Et donc là, la main dans la main, on s'est mis à travailler sur Ragnarok Star. Donc il y a quand même un an de maturation, c'est-à-dire janvier 2018, on dit, ok, on va faire des jeux. On arrive fin d'année 2018, on a déjà un proto qui commence à avoir un peu d'allure. On fait des salons comme ici, on est venu il y a 2 ans, en fait, ouais. Le présenter en tant que proto, ce jeu-là. Du coup, après, il y a eu quelques petits salons. Avant le début de la crise Covid, il y a eu encore 1 ou 2 petits salons où on a pu un peu éprouver les mécaniques du prototype. Et donc, arrivé en juillet 2018, le proto était prêt, le projet était prêt, le nom était là, les premiers visuels étaient déjà arrivés d'un copain qui s'appelle Alexandre Gimbel, un ami alsacien, on lui fait un petit coucou. Et puis voilà, on s'est lancé dans la campagne de financement participatif sur Kickstarter. C'était un bon choix, je crois, parce que... Ouais. Pour démarrer. Ouais, ça permet d'arriver déjà avec une communauté qui nous soutient, qui nous pousse, et puis surtout ne pas avoir à faire l'apport de financement pour fabriquer, puisque le coût de fabrication d'un jeu, c'est important, hein, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, et donc comme on n'avait pas la trésorerie pour le faire, l'idée c'était de dire les gens vont préacheter leur jeu. Des précommandes. Voilà, des précommandes. Ouais. Et voilà. Et une belle campagne. 250%, ouais. Ouais, 250% à peu près, ce qui fait qu'on a fait un premier tirage à peu près à 3000 exemplaires de ce jeu, voilà, en 2 versions, une version standard et une version deluxe avec du matériel en plus et des éléments de jeu en plus. Le métier d'éditeur n'est pas notre métier premier, mais par contre on est issu déjà de la communication, donc tout ce qui est animation des réseaux sociaux, campagne de communication, d'emailing, etc. on sait faire. C'est pas ce qu'on trouve le plus chouette dans ce métier-là, parce que c'est un peu aussi pour ça qu'on fait moins de publicité dans notre travail au quotidien. C'est justement pour mettre de côté cet aspect-là du métier, mais c'est un mal nécessaire parce qu'aujourd'hui, on peut sortir le meilleur jeu du monde, en fait, s'il n'est pas connu, s'il n'est pas testé, s'il n'est pas éprouvé, s'il n'a pas un bon thème, s'il n'a pas un bon graphisme, en fait, il ne se vend pas. Il y a quelques jeux qui font mentir l'adage, mais globalement, c'est quand même assez vrai. Ou en tout cas, s'il n'y a pas un éditeur qui pousse derrière ou des artifices marketing ou autres, le jeu, il peut être très très bon, il sortira jamais des cartons. Visible aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, on est content de pouvoir participer aux salons, aux événements qui ont repris, voir les gens jouer, avoir des retours. On a pas mal de vidéos, de retours aussi écrits de gens qui ont testé. Des testeurs qui reçoivent le jeu, qui le découvrent, qui le présentent sur les réseaux, ça c'est sympa. En fait, on voit vraiment les gens jouer, on voit les sourires, on ressent les émotions.
Ça peut paraître étrange de le dire comme ça, mais en fait, en vrai, quand on est en phase prototype, les gens font des retours critiques, etc., parce qu'ils jouent le jeu d'un prototype, donc ils commentent, ils disent ce qu'ils aiment pas, etc. Et c'est complètement différent quand le jeu il sort, en fait. Parce que c'est un produit fini, et du coup, ils le digèrent comme tel, et ils remettent beaucoup moins en question, même un déséquilibre ou une mécanique ou autre chose, ils le prennent tel quel. Ça passe ou ça passe pas, et la sanction elle se fait par la vente immédiatement. Les gens ils aiment, ils l'achètent, ils l'aiment pas, ils l'achètent pas, et voilà. Donc si on a bien bossé en amont, normalement la récompense tombe avec l'adhésion d'un public et l'achat d'une boîte. Ragnarok Star, c'est un télécrochet pour des vikings qui font du rock. C'est Odin qui promet le Valhalla au meilleur groupe de rock qui lui offrira le plus beau concert. Donc, le but, c'est d'aller racoler des fans, chercher des fans sur des îles et de remplir sa salle de concert le mieux possible. Voilà, donc pour ça, on programme une tablette, on programme les actions de chacun des musiciens de son groupe. Et on leur fait ramasser des fans, voler les fans des autres, se déplacer d'île en île, bouger des glaces, bloquer des ports, bloquer des bateaux. Voilà, ça fait plein d'actions, plein d'interactions. Et comme c'est un jeu en simultané, il n'y a vraiment pas d'attente. C'est un jeu qui est très, très punchy. Il y a beaucoup d'ambiance autour de la table. Et puis, il y a quand même pas mal de réflexions pendant qu'on programme en fait, sa séquence. Il y a deux ambiances différentes. Une ambiance plutôt calme au moment de la programmation, où les joueurs sont très concentrés, ils se font des nœuds à la tête, ça fume, ils ont plein de choix différents possibles, mais en fait à la fin ils n'ont qu'une action par personnage à faire, et donc du coup ils doivent choisir, et les choix qu'ils vont faire vont avoir une incidence, ils le savent, donc ils essayent de monter des stratégies qui de toute façon la plupart du temps ne marcheront pas à 100%, donc ils se font des nœuds au cerveau, il y a des choses ils savent de manière certaine que ça va fonctionner et d'autres pas, donc ça c'est une phase très calme de la phase de programmation, et puis après arrive le moment où il y a la phase de résolution des actions, et alors là ça couine, ça piaille, t'as pris mon fan, machin, pourquoi t'es passé avant moi, etc. Donc là c'est une phase un peu plus party game, quoi. C'est là où tu rigoles. C'est là où ça rigole un peu plus, quoi. Alors les tout premiers testeurs, c'est nous en fait. C'est nous, c'est nous, et puis après la famille, puis après voilà. Mais je pense qu'on a bien dû manger 200, 300, 400 parties, je pense. Je les compte même plus, en fait. En phase prototype, on en fait encore plus. Et je pense qu'il y a des jeux où c'est peut-être plus compliqué que d'autres. Nous, ça va, c'est un 2-4 joueurs. Donc, on pouvait quand même essayer toutes les mécaniques à 2. Les règles ne changent pas entre 2 et 4. Voilà. Donc, c'est l'avantage. Et donc du coup, on a pu faire beaucoup de tests entre nous, et ça c'est important parce que si à chaque fois qu'on fait une variation de règles, il faut trouver les joueurs pour pouvoir vérifier, c'est hyper long et chronophage de développer un jeu. Là, ce n'était pas le cas, on pouvait le faire. Et ça c'était cool. Et par contre, effectivement, les enfants ils ont morflé. Hein, ils en ont fait. Je veux pas jouer à Ragnarok Star. Tu joueras quand même. Ça prend beaucoup de temps en fait de débugger un jeu pour que la mécanique elle tourne bien en fait. C'est toutes ces parties qu'on enchaîne spécialement pour... faut corriger, à chaque fois on corrige un point, puis 2, puis 3, puis ça ne s'arrête jamais en fait, il y en a toujours. Ouais, et puis en fait on fonctionne en tandem. Donc ça veut dire qu'on a à la fois la force et la faiblesse d'un tandem. La force, c'est en fait de fonctionner en ping-pong permanent, en échange d'idées. La faiblesse, c'est qu'en fait on discute la moindre virgule, le moindre point, et c'est pas du tout une exagération que de dire que des fois on peut passer 3 quarts d'heure à discuter est-ce qu'on met une majuscule à un mot ou pas. Est-ce qu'on met une virgule ou un point? Et c'est vrai, en fait, des fois, on passe une demi-heure, 3 quarts d'heure à discuter une phrase parce qu'il faut trouver le mot juste qui décrit précisément l'action. Il ne faut pas qu'il y ait de litige après dans les règles, à l'interprétation des règles. C'est hyper important. Hein. S'il y a un mot qui est travers, ça ne passe pas. Il y a plein de jeux, souvent on voit sur les réseaux sociaux « Ah, mais la règle n'est pas claire », etc. Et c'est un travail... colossale, elle est même pas encore parfaite malgré tout le travail qu'on a fourni. Il y a encore des choses où est-ce que je peux, je dois, je veux, chaque mot a un sens et trouvé vraiment précisément. Donc voilà, notre force c'est effectivement de se challenger en permanence, de ne pas se faire de cadeaux, on s'en fait jamais. Mais en fait, il y a l'amitié qui nous lie, donc du coup, même dans les moments, on a aussi des creux de la vague dans notre relation, en fait, là, c'est le côté amitié qui reprend le dessus et qui,
Allez hop, on refait bloc et on avance sur l'objectif commun. Et c'est pour ça que le tandem, en tout cas avec William, fonctionne super bien. C'est qu'il y a une chape qui est une chape relationnelle affective qui est solide et qui fait qu'en fait on peut tous dire si à un moment une idée est bonne, on le dit, si une idée n'est pas bonne, on le dit. Et si à un moment on dit qu'on a trouvé une idée mauvaise mais que finalement elle est bonne, on revient sur... C'est moi qui change d'avis des fois. Ouais, moi aussi un petit peu. Parce que souvent on peut s'enfermer en tant qu'auteur de jeu, on peut s'enfermer dans un caprice de star, c'est notre idée, c'est nous qui l'avons pondue. Elle a été dure à accoucher, donc on va la défendre jusqu'au bout. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire en fait, parce que créer un jeu, c'est avant tout savoir le casser. C'est pas savoir rajouter. Ça, c'est une leçon que William m'a apprise en créant des jeux. C'est que rajouter des règles, on peut en faire tout le temps. Rajouter des couches supplémentaires, c'est toujours possible. Le plus dur, c'est de tailler le diamant pour qu'il arrive à sa forme finale et de le laisser épurer. Et il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais il est façonné exactement comme on veut. Et on a retiré tout ce qui était superflu et qui n'était pas le sel, l'âme du jeu. En vrai, on a eu une mécanique, effectivement, qui a amené un thème. Et ensuite, on a un thème qui a fait évoluer la mécanique. Donc ça s'est fait quand même en plusieurs temps. C'est difficile de désolidariser le thème de la mécanique, souvent c'est une question qui est posée. Il y a des auteurs qui fonctionnent sur un jeu d'abord la méca et ensuite le thème, et sur un autre jeu ils vont fonctionner d'abord sur le thème qui va leur amener des idées de mécanique. Sur Ragnarok Star, c'est évident que d'abord à la base c'est une mécanique. Ouais. Une mécanique de programmation, c'était depuis le début, on jouait chez les hommes de Cro-Magnon et on se bataillait pour de la bouffe, des ressources, du bois, de la pierre. Voilà. Ouais. Donc c'était déjà, je me déplace d'un endroit à un autre, je ramasse c'était pas je racole, c'était je ramasse de la viande, du bois, du fer, etc. Et voilà. Donc c'était notre jeu et il fonctionnait. Mais par contre, il lui manquait le petit plus qui fait que les gens ont envie d'en parler entre eux. Une âme, quoi. Ouais, c'est ça. On a dit, ok, les Vikings, on kiffe, vraiment, on veut garder, ça c'est vraiment trop cool. C'est un thème qui nous plaît, on sent qu'il y a moyen de le développer. Non, puis on avait des îles, et il y avait des îles, de la glace. Ouais. Bon, après... ça réduisait un petit peu le champ des possibles, mais encore que, hein, on aurait pu être dans l'espace et machin, voilà, il y aurait eu plein de choses à faire. En fait, on a essayé plutôt de brainstormer, de mélanger deux univers pour faire quelque chose d'incongru. Voilà. Créer un peu un twist sur les Vikings et puis il y a une gonzesse qui est passée dans la vitrine du bureau, elle avait une grande mèche de cheveux devant les yeux, toute nonchalante comme ça, et puis on se regarde avec lui, on fait « Ah, les Vikings, du rock !» Et là on fait « Ouais, vas-y, top là !» Et ça s'est fait en 2 heures, au bout de 2 heures on avait trouvé le thème, les Vikings, le heavy metal. William c'est un gros fan de métal. On peut le dire. Ouais. Plutôt quel style? Plutôt du power metal. Ouais. Symphonique power metal. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et on a trouvé le nom juste derrière en fait. Et, ouais, et puis là on a fait et ça pourrait s'appeler Ragnarok Star. Oh, et alors là, on a encore enculé les mouches pendant 4-5 heures pour savoir si on mettait un star S à la fin ou pas, Stars ou Star. Mais bon, on avait le nom, voilà. Et effectivement, et de là tout est parti, les illustres, les groupes de rock. Les clins d'œil aux musiques sur les contrats. Chaque contrat, il y a un détournement d'un nom. Un calembour de nom de musique très connu, un standard du rock ou du métal. Les groupes de musique, ils ont aussi leur propre nom détourné. Il y a eu des moments de grâce comme ça, quand des groupes nous ont rejoints aussi. On a fait tout un foin avec plein de groupes de métal français, internationaux. Des groupes comme Brothers of Metal, qu'on a été voir en concert, tous les deux, pour marquer le coup, parce que moi, il fallait que je m'initie un peu en tant que newbie du métal, il fallait que je m'immerge un peu là-dedans. Dans l'extension qui est dans la version Kickstarter, l'extension des Hungry Fans, il y a un pictogramme de fans en colère, de fans énervés qu'il faut dégager de sa salle parce qu'il fait le bordel, en fait, le videur doit le dégager. Et en fait, en pictogramme, on a fait la tête du chanteur de Brothers of Metal qui s'appelle Mats. Et donc il a sa présence dans le jeu. Voilà. C'était les petits jokes qu'on a cachés un peu partout. Alex aussi, notre dessinateur principal, a caché plein de jokes à
à des groupes existants. Tout le monde ne le sait pas, mais ici, il y a une Baby Bouchette. C'était un petit délire personnel. C'était une marionnette en chaussettes. En chaussettes de son enfance. Il y a une poule. C'est une poule de Alice Cooper. Pendant un concert d'Alice Cooper, il y a une poule qui s'est fait exploser, atomiser par le public en folie. Et donc, du coup, il a voulu faire revivre cette fameuse poule qui était morte. Elle est là, en fait. On la voit ici. Elle est cachée dans l'image. Ouais. Elle est cachée dans les personnages en ombre chinoise. Il y a 2-3 quand même fous furieux qui ont cherché tous les clins d'œil. Ah ouais. Je leur souhaite bon courage. Il y en a qui ont fait une playlist direct Deezer sur tous les morceaux qui sont en clin d'œil dans toutes les cartes contrat. Ça fait une playlist longue comme le bras. Hein. Il y en a une trentaine. Il y a 2-3 fous furieux dans la communauté. Et eux aussi, d'ailleurs, ils nous ont portés. Il n'y a pas que les groupes de métal, on s'est senti aussi vraiment soutenus, poussés, portés par une communauté. Ça, c'était vraiment cool. Dans l'histoire, on a eu les groupes partenaires. Donc, on a eu 40 groupes de rock. Tous ces groupes partenaires là qui étaient. Voilà. Et d'autres encore qui ne sont pas dessus, qui se sont rajoutés par la suite. Et même encore d'autres dernièrement. 40 ou 50 partenaires de métal français, international. Même il y a du mexicain, il y a du scandinave, il y a un peu de tout. Et ces partenaires-là ont fait ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils voulaient pour nous aider. Donc certains ont juste fait de la promotion sur leurs propres réseaux sociaux. Certains ont été un peu plus loin en achetant le jeu, donc en le soutenant financièrement. Ce n'était pas prévu. Et puis il y a eu un groupe particulier qui s'appelle Antéchaos, qui est un groupe mosellan. Donc on n'est pas très loin parce que nous on est des Vosges, qui a dit en fait c'est cool, ça vous dirait qu'on vous fasse des musiques originales. Voilà. Donc Nicolas Pellissier, qui est le guitariste du groupe Antéchaos, en fait c'est un magicien de la musique, il compose, il joue, il interprète, il est hyper fort. Et donc il nous a composé 7 musiques level facile dans un rock un peu psychédélique, à la The Doors, etc. Mais 7 morceaux originaux, donc il y a une histoire sur les 7 morceaux, il y a des paroles sur les 7 morceaux, et il y a des musiciens qui sont intervenus de plein de groupes, encore d'autres en plus de nos groupes partenaires, des musiciens de plein d'autres groupes. Donc il a fait appel à son réseau, il nous a ramené, et donc il nous a fait une bande originale. Et donc on a développé un mode musical dans l'application. Alors le truc qui est fun, c'est que tu joues avec, tu as 1 minute pour programmer, au bout d'1 minute la musique s'arrête, tu as un gros coup de tonnerre, et il faut poser les tablettes, c'est fini. Donc déjà ça rajoute un petit peu de tension, de tension entre les joueurs. Ça met un bon coup de stress parce que quand tu es en plein milieu de programmation, tout à coup tu dis « Ah tiens, finalement si j'intervertissais les 2 trucs », puis tout à coup tu regardes « Merde, il reste plus que 10 secondes », alors là tu effaces tout, et là tu fais n'importe quoi, tu foires complètement ton action de programmation. Et quand tu arrives dans des niveaux black metal, doom metal, t'entends pas te concentrer. Comment ça s'appelle la technique de chant là? Guttural. Ouais, du chant guttural, quand il grôle. En fait, ça devient impossible de se concentrer sur sa programmation, sur les autres joueurs. Enfin voilà, donc là, c'est le carnage total. Mais c'est fun, c'est drôle. Et surtout, on va au 100% dans la promesse immersive d'un jeu qui ne fait pas que dire qu'il est musical, il est vraiment musical. Et là, la boucle était bouclée, mais c'est pas de nous en fait. Non. Ça, c'est la magie. La magie des relations, des copains, c'est devenu des amis en fait, ces gens-là. On a trouvé une mécanique et un matériel qui n'ont encore jamais été utilisés dans le jeu de société moderne. Ou alors quand ils ont été utilisés, c'était vraiment de manière parcimonieuse, jamais en tant que mécanique principale. Et donc ce moteur de jeu, c'est un concept de grille sur laquelle il y a des mots qui sont connectés, embranchés, et cette grille-là est recouverte d'un vernis d'encre à gratter qu'on va venir gratter donc pour révéler des mots qui vont donner accès à des cartes, et tout ça, ça va faire un fonctionnement comme un livre dont vous êtes le héros, avec des embranchements narratifs, un arbre narratif qui va nous permettre de vivre une histoire unique qu'un autre joueur ne vivra pas, en tout cas différemment. Il n'aura pas forcément tous les mêmes événements, il ne rencontrera pas forcément toutes les mêmes branches narratives, tous les mêmes personnages, tous les mêmes lieux, tous les mêmes événements.
Et donc on va avoir un fonctionnement en chapitres, 7 chapitres dans la boîte de base, avec donc une histoire qui va procurer à peu près je pense, entre 20 et 30 heures de jeu pour le joueur. C'est un jeu qu'on peut qualifier un peu de legacy, dans le sens où il y a une forme de destruction d'une partie du matériel, avec une rejouabilité après en version numérique, c'est-à-dire qu'à la fin, on débloque un code, à la fin de l'aventure, on débloque un code qui nous permet de rejouer à l'infini. Mais par contre, on va jouer en one-shot, une seule fois, l'aventure numéro 1 sur l'encre à gratter. Voilà. Donc on a une première saga qui se développe dans un monde post-apocalyptique, ouais. Un futur dans lequel les insectes ont commencé à prendre beaucoup d'ampleur, trop d'ampleur. On vit avec, les humains ont appris à cohabiter avec ces insectes et tirent parti des performances incroyables des insectes. Mais il y a une tragédie, un drame qui s'annonce. Et donc le but du jeu, du joueur, des joueurs, c'est un jeu qui peut se jouer en solo aussi, hein, qui se joue même très très bien en solo, ça va être d'empêcher le drame de se produire. Et donc pour ça, comme dans un livre dont vous êtes le héros, il va devoir faire des choix. Il va devoir faire confiance à des gens ou pas. Et ça va lui donner accès à des phases de l'histoire ou pas. Et selon ses choix, il va arriver à une fin ou à une autre dans l'histoire. On fonctionne comme sur Ragnarok Star, c'est-à-dire qu'on déroule. En fait, on n'attend pas le Messie, on n'attend pas qu'un sauveur vienne nous aider à sortir le jeu. Soit effectivement, on a la possibilité de travailler main dans la main avec quelqu'un de sérieux qui va nous aider à porter le projet très haut. Soit, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout un problème. On a toutes les clés pour le faire nous-mêmes. C'est un jeu qui se prête fortement aux enfants et qui sont en découverte de lecture notamment, pour apprendre avec plaisir à déjouer les pièges et difficultés de la langue française. C'est vraiment un jeu qui s'y prête parce que les mots étant déjà écrits, je ne peux pas faire de faute. Le jeu m'a déjà écrit les mots, donc c'est juste moi qui vais les découvrir. Et je ne peux pas me tromper, il y a une codification qui me fait que je vois le mot, je le repère quand il apparaît. Du coup, je pioche une carte, je lis, donc j'ai un plaisir de lecture aussi immédiat, parce qu'il y a plein de surprises. Chaque carte révèle son lot de nouveautés, d'informations, de choses horribles, de choses amusantes, de choses... voilà, donc on crée en permanence, on déclenche des émotions sur chaque carte. Et donc, en fait, vraiment, pour l'avoir testé chez nos enfants, en fait, on les voit, c'est dégueulasse, machin, qu'est-ce qui se passe? Ils vivent l'aventure, ils vivent l'histoire, même plus que dans un livre, parce qu'ils jouent et parce qu'ils sont acteurs de cette histoire, et ça change tout. Ouais, ça change tout. Voilà. La lecture est facile parce que c'est des toutes petites cartes, donc en fait, on a découpé nos histoires en tout petits morceaux, c'est deux paragraphes à chaque fois. Chaque carte fait 2 paragraphes. Entre-temps, entre chaque carte, il y a toute une réflexion sur la grille où en fait, on cherche les mots pour aller à la carte suivante. Donc il y a vraiment un bout d'histoire, une petite déduction, un autre bout d'histoire, une petite déduction, etc. C'est vraiment agréable à lire, à vivre, à jouer, quoi. Oui, puis le cerveau, il est dans cette dynamique permanente de visualiser, de chercher des orientations sur la grille. Donc d'abord une concentration plutôt visuelle mathématique, et puis après on repart dans une phase narrative. Et sans arrêt, donc il n'est jamais fatigué de lire, parce qu'il a toujours des petites pauses, on va dire, mathématiques, où il se creuse la tête à chercher à optimiser son grattage, à aller au bon endroit, à trouver le bon mot. Ah merde, les salauds, ils m'ont mis tel mot là, je pensais que c'était celui-là. Donc voilà, mais non, au niveau de la gymnastique, ça fatigue pas du tout. Les gamins, ils tiennent sans problème une demi-heure, 3/4 d'heure sur une partie, sans souci. On a même vu alors peut-être pour des ados, mais des parties de 2 heures qui tenaient sans aucune difficulté. Les festivals, c'est l'occasion de montrer, d'avoir une visibilité sur les jeux, et sur les jeux déjà sortis, et sur les jeux à venir en fait. Donc là, on fait beaucoup de proto-tests, de débugage, corrections, des choses comme ça. Là, on a encore trouvé plein de corrections à faire aujourd'hui. Et puis là, sur celui-ci, c'est de la promo en fait. C'est-à-dire, on le montre, voilà, ce jeu existe, il est très bien, venez le tester et l'acheter si vous aimez. Voilà. Donc non, les salons, c'est indispensable c'est une très super vitrine. Et aussi, en fait, on est très sélect sur les salons, puisque petit éditeur veut dire pas beaucoup de moyens pour tourner. On ne peut pas payer des animateurs un peu partout. Donc déjà, on sélectionne, alors essentiellement déjà au niveau géographique, et puis après,
quand on va un peu plus loin, il faut qu'il y ait un concours à la clé pour pouvoir défendre notre nouveau jeu. Ou alors, il faut que ce soit, comme ici par exemple, sur Je joue en Beaujolais, où il y a une histoire derrière, parce que c'est ici qu'on a présenté le proto de Ragnarok Star pour la première fois. Premier salon. Dans les premières fois, ouais, je crois. Ouais. Ouais, sur un salon, ouais. Et donc du coup, là, c'est un renvoi d'ascenseur où on se dit, c'est eux qui nous ont poussés, on revient. Et puis c'est un peu une espèce de terre d'accueil. Tout à l'heure, quand on est arrivé, on a senti toute la salle nous attendait. C'était presque émouvant, quoi. C'était un petit moment de grâce. Puis il y a des gens, ils veulent nous voir, nous parler, machin. C'est un peu bizarre parce que nous, on n'est pas trop habitués à ce genre de phénomène. Puis on n'a pas la prétention d'être des gens différents des autres, mais ils ont envie de parler, d'avoir un petit dessin, de pouvoir nous dire aussi le plaisir qu'ils ont eu à jouer. Et ce petit moment de partage, c'est des petits moments de Graal, des pépites, c'est plaisant, c'est une petite récompense.